Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à notre 8e débat confiné déjà. Et une des convictions fortes à l'origine d'Il fera beau demain est que nous devons transformer en profondeur notre modèle de société. Depuis la crise, de nombreuses autres initiatives font des propositions pour que la société de demain ne soit plus une simple copie de la société d'hier. Parmi ces initiatives, des académiques et des entrepreneurs ont diffusé la semaine dernière le plan Sophia, qui a été remis à la Première ministre. Nous allons mettre ces propositions sur notre plateforme participative ilferabeaudemain.team pour vous permettre de réagir à ces propositions, de voter. Je vous rappelle par ailleurs que vous pouvez vous aussi déposer vos propres propositions sur cette plateforme et les soumettre aux avis des autres. Et le débat confiné d'aujourd'hui portera justement sur une des propositions présentes dans ce plan Sophia, conditionner les aides aux entreprises à une transition plus respectueuse de l'environnement et à la création d'emplois durables. On le sait, de nombreuses entreprises vont avoir besoin de l'aide de l'État dans les prochaines semaines. C'est d'ailleurs déjà le cas de Brussels Airlines, mais beaucoup d'autres suivront certainement. Alors, est-ce que l'État doit aider toutes ces entreprises, même celles en tout cas toutes celles qui n'auraient pas été en difficulté sans le Covid, ou est-ce qu'il faut poser des conditions? Et si oui, lesquelles? Est-ce que l'État doit, par exemple, demander d'entrer dans le capital des entreprises qu'il aide, ou est-ce qu'il, ou plutôt, il doit faire confiance pleinement aux acteurs privés? Est-ce que l'État doit sauver un maximum d'emplois et favoriser ou plutôt favoriser les entreprises respectueuses de l'environnement? Est-ce qu'il doit faire confiance dans le marché ou est-ce qu'il doit investir dans des secteurs stratégiques comme la santé, l'énergie, le numérique ou la mobilité? On en parle aujourd'hui avec un panel composé de Marek Hudon, qui est professeur à l'ULB à l'Université de Namur. Il est d'ailleurs le porte-parole du plan Sophia pour la question de l'aide aux entreprises. Bonjour Marek. Bonjour Laurent. Nous en parlons également avec Jacques Raet, qui est le CEO de Cosucra et qui est également le président de l'Union wallonne des entreprises, mais qui s'exprime aujourd'hui à titre personnel. Bonjour Jacques. Bonjour. Également avec Anne Nachtergay, qui est directrice des affaires environnementales et énergétiques chez FEVIA, la Fédération de l'industrie alimentaire. Bonjour Anne. Bonjour. Et enfin avec Henri Bogart du Centre de recherche en économie régionale et politique économique de l'Université de Namur et qui est ancien commissaire du Bureau fédéral du plan. Bonjour Henri. Bonjour. Alors cette semaine, c'est Damien qui vous lit sur Facebook et qui viendra nous faire part de vos questions et de vos commentaires. Bonjour Damien. Bonjour à tous. N'hésitez pas surtout à partager le live aussi pour que d'autres personnes puissent en profiter, commenter aussi. Et moi, je suis là donc pour en faire le relais justement. Il y a déjà eu beaucoup de commentaires, je pense, en annonce du débat. Énormément, Laurent, plus de 50. Et c'est très intéressant de voir tous les avis qui ont été partagés jusqu'ici. Je peux vous faire un petit topo. Par rapport à la question de si justement il faut sauver toutes les entreprises, j'ai vu passer beaucoup de non et quelques oui. Après, je serais curieux de savoir aussi l'avis des gens qui nous suivent maintenant et qui peuvent répondre justement au sondage qui s'affiche sur l'écran. Certaines personnes nous rappellent, tiens, c'est bizarre, lorsque tout va bien, les entrepreneurs veulent surtout pas que l'État s'occupe d'eux. Là maintenant, en temps de crise, ils demandent de l'aide. Petite remarque donc que Daniel soulève. En tout cas, je pense que c'est un point aussi qui mérite beaucoup de débats et un point qui mérite à être creusé parce que beaucoup de gens, justement, François nous dit, on peut sauver, mais pas toutes et pas à n'importe quel prix. Yves nous dit, il faut le faire au cas par cas avec les précautions, les garanties. Il faut justifier chaque euro donné, nous dit Sarah. L'argent public de l'État et l'argent public de tous les citoyens, dit Claudine. Comme c'est de l'argent public, il faut qu'on ait notre mot à dire, comme on est en démocratie, dit Gabriel. Il y a beaucoup d'émotions. Je pense qu'on va justement un peu démystifier tout ça, creuser, voir comment est-ce qu'on peut s'y prendre. Et aussi, voilà, je le dis maintenant, mais on y reviendra probablement plus tard. Il y a pas mal de questions sur qu'est-ce qu'on pourrait faire avec cet argent par ailleurs, mais je vous partagerai aussi l'avis des citoyens à ce sujet-là peut-être plus tard. Ok, merci Damien. Alors commençons tout de suite. Marek, est-ce que tu peux nous expliquer justement les grandes lignes de la position du plan Sophia sur cette question de l'aide aux entreprises? Oui, avec plaisir. Donc, bonjour à tous et déjà merci à Laurent Drienne de m'avoir invité à partager ça avec vous. Donc, ce plan est issu de Resilience Management Group, qui est en fait un groupe d'académiques, économistes, entrepreneurs de la transition. C'est plus de 100 scientifiques, donc c'est un plan qui est issu d'une réflexion qui a duré plusieurs semaines sur justement quel pourrait être un plan de redéploiement, de relance après la crise.
Alors, l'idée, c'est qu'évidemment, on est tous conscients aujourd'hui que les montants dont on parle, les montants qui vont être dépensés sont énormes. Et donc, par rapport à l'exigence économique, l'exigence évidemment sociale, hein, on voit déjà les augmentations de demandes d'aide sociale. On est sans doute aujourd'hui qu'au tout début de l'impact économique encore. Donc, par rapport à cette situation-là, et vu qu'il va y avoir beaucoup d'argent qui vont être dépensés, on se dit que il est essentiel que cette relance tienne compte de différents éléments. Un, elle doit être avec des mesures économiques immédiates et assez radicales d'aide aux victimes. Deux, on pense aussi que ça doit nous permettre de nous rendre en tant que société, hein, en tant qu'économie plus résilient. On sait que la résilience, c'est cette capacité de faire face au choc. On parle d'une crise ici, mais il peut y en avoir d'autres chocs. Et cette crise nous a montré à quel point on peut être finalement très peu résilient. Et trois, on pense aussi tout cet argent dépensé doit nous permettre de mettre en œuvre cette indispensable transition juste. Hein. On sait, il y a encore quelques semaines, dans l'agenda, il y avait le Green Deal européen de la nouvelle commission, et cet argent devrait nous permettre d'avancer sur cet agenda aussi. L'idée, c'est de dire que si l'État investit, si l'État soutient des entreprises, hein, il ne me semble pas, et je veux aussi intervenir à titre personnel, hein, mais illogique qu'elles viennent avec des attentes, et les attentes d'un acteur public, c'est lié aux priorités sociétales, évidemment, et ces priorités sociétales se retrouvent dans cet objectif de transition juste. Alors, il faut rappeler. Oui, pardon. Oui, non, mais, ok, mais rajoute peut-être un dernier mot si tu veux, et puis je demanderai une réaction des autres panélistes. Oui. Tu avais... Juste en dernier mot, je pense qu'il va falloir faire des choix. Hein. On ne pourra pas malheureusement compenser tous les effets économiques de la crise, et c'est ça aussi l'idée du plan Sophia, c'est de réorienter, de soutenir en partie, de réorienter et de suggérer aussi des mesures pour récolter aussi des financements. Merci Marek. Jacques, comment est-ce que le monde de l'entreprise se positionne par rapport à un discours qui dit oui aux aides publiques, mais accompagné de conditions, de contreparties? Est-ce que ça inquiète le monde des entreprises qui est déjà en difficulté et qui se verrait imposer des contraintes supplémentaires? C'est assez difficile à juger parce qu'il y a beaucoup d'hétérogénéité dans toutes les activités d'entreprise. Donc, il y a des entreprises, elles sont moindres, mais qui n'ont pas été touchées par la crise dans le sens où elles ont continué leur activité. Il y a des activités qui sont encore totalement arrêtées. Hein, donc, évidemment, les activités d'indépendants comme les hôtels, les restaurants, etc. Et donc, une grande majorité des entrepreneurs sont juste encore en train de, si on peut utiliser l'expression, éteindre l'incendie. Donc, ils ont la tête fixée sur comment est-ce que je peux sauver mon entreprise. Et donc, c'est assez difficile aujourd'hui d'arriver à avoir des entrepreneurs qui ont je dirais le loisir, mais c'est pas vraiment un loisir, c'est du temps d'esprit pour essayer de se consacrer sur, l'après-crise et comment est-ce qu'on peut imaginer la suite. Ça viendra, hein. Je ne dis pas qu'ils refusent de le faire, mais ils n'ont vraiment pas la tête à ça aujourd'hui, c'est encore un peu trop tôt. Mais sur le principe posé par Marek, que si l'État investit, il est normal qu'il y ait des attentes sociétales qui soient exprimées à travers ces conditions. Comment est-ce que le monde de l'entreprise se positionne? Le principe se pourrait être compris il n'a pas été éduqué à ça. Donc, évidemment, la réponse à brûle-pourpoint sera de dire oui, mais bon, c'est déjà difficile, et donc comment est-ce que je vais faire mais je pense que, de nouveau, il y a les personnes d'entrepreneurs, et puis il y a le rôle d'entrepreneur, et puis il y a les entreprises. Et je pense que malgré tout, ils vivent comme nous dans le même monde, malgré tout. On peut encore faire des différences sociologiques si on veut, mais et donc ils pressentent très clairement qu'il y aura un après, comme tout le monde, je dirais. Là-dessus, il n'y a pas de doute. On ne se voile pas la face, et on n'est pas en train de dire que ça va reprendre et qu'on va arriver. Même les plus optimistes savent bien qu'ils ne récupéreront plus ce qu'ils avaient juste avant la crise aujourd'hui. Donc, merci Jacques. Je pense que Oui. Oui, Jacques.
Non, je pense que la réflexion n'est pas encore en route et donc je crois que il y a beaucoup d'autres choses que la crise elle-même qui feront que ça va être très compliqué. Il y a des choses. Bon, moi, je suis dans le secteur alimentaire et Anne aussi, mais on sait bien que l'été va être chaud et sec. Donc, on sait qu'il y a déjà des tensions du fait du pouvoir d'achat sur la disponibilité, pas spécialement dans notre pays, mais quand même dans le monde. Et donc, il y a encore d'autres choses qui viennent, notamment l'énergie, etc. Donc là, je pense qu'au niveau entrepreneurial, il va y avoir un chamboulement monstrueux. Anne, justement, donc vous venez d'une fédération qui représente l'ensemble du secteur alimentaire. Alors, du point de vue du citoyen, on a l'impression que le secteur alimentaire, les magasins, en tout cas de grande surface en particulier, ils ont tourné encore et encore. Mais j'imagine que d'autres entreprises du secteur alimentaire ont particulièrement été touchées. Oui, effectivement, donc je représente l'industrie alimentaire, donc nous ne sommes pas du tout les magasins, pas Non, du non, tout les oui. Colruyt et les Delhaize et ainsi de suite. Nous sommes les entreprises qui fabriquons les produits qui sont, Tout à fait. entre autres, vendus via le secteur de la grande distribution, mais pas uniquement. Et donc, effectivement, pour certaines entreprises qui étaient actives dans des produits de base et ainsi de suite, qui sont passées vers la distribution, les affaires ont continué plus ou moins normalement. Mais il y a toute une série d'entreprises qui sont uniquement focalisées vers l'horeca, vers le food service et ainsi de suite. Et donc ces entreprises sont face à des difficultés énormes. Énorme. Il y a aussi, nous sommes un secteur, nous sommes un pays avec une économie extrêmement ouverte, particulièrement par rapport aussi à nos pays voisins, hein. On exporte énormément de nos produits, essentiellement en Europe et parfois aussi un peu plus loin, mais essentiellement en Europe. Et donc comme la crise était mondiale, toute l'exportation aussi a été mise en grande difficulté. Et donc nous avons aussi dans nos entreprises une grande majorité d'entreprises qui ont des difficultés au niveau de leur activité pour survivre. Et donc, comme le disait Jacques, elles sont en train d'essayer d'éteindre l'incendie. Et donc, par rapport justement alors aux propositions qui sont faites et le fait de coupler dès à présent des aides aux entreprises à des critères d'évolution vers plus de durabilité ou des critères environnementaux et ainsi de suite, euh, je pense qu'il y a 2 choses. Il y a l'urgence. Il y a l'urgence actuelle. Il y a vraiment des entreprises qui sont dans des difficultés, de solvabilité, donc qui risquent vraiment d'aller en faillite, très rapidement. Et donc il y a tous des emplois aussi qui sont là derrière. Et donc, heu, coupler, la nécessité d'être dans une évolution positive, avec cette difficulté et ce bain social, il y en a certains qui utilisent le mot bain social, mais effectivement, ça pourrait être le cas, risque d'être beaucoup trop tendu et amener à des situations beaucoup trop compliquées de manière sociétale, de manière globale pour l'ensemble de la Belgique. Donc, dans un premier temps, les réflexions qu'on s'est faites au niveau des collaborateurs de FEVIA, c'est de dire non, 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 il faut pas coupler dans un premier temps les aides aux, à des critères environnementaux ou développement durable. Par contre, ça ne veut pas non plus dire qu'il faut aider n'importe quelle entreprise. Il y a des entreprises qui, avant la crise, étaient dans des difficultés déjà ou ainsi de suite. Il ne faut pas que via la crise, grâce à l'aide qu'elles ont à la crise, des entreprises qui étaient déjà en difficulté puissent s'en sortir. Ça ne doit pas être l'objectif d'une aide particulière dans le cadre de cette crise pour permettre aux entreprises de surmonter la crise. À plus long terme, là, c'est une autre histoire. Donc, on n'a pas entendu la crise pour évoluer vers plus de durabilité, ainsi de suite. On sait qu'il faudra avoir une transition. La crise a peut-être accentué et va accentuer certains mouvements et va peut-être accélérer certains mouvements. Il y a le Green Deal européen. Aujourd'hui, il y a la Farm to Fork stratégie qui est partie au niveau européen spécifique pour le secteur alimentaire. On sait qu'il va y avoir des évolutions et effectivement, tout le système d'aide aux entreprises et ainsi de suite peut contribuer d'une manière ou d'une autre à cette évolution. Il faut le faire de manière intelligente. Les propositions qui sont faites, on pense qu'il y a d'autres propositions qui pourraient être plus incitatifs. Par exemple.
Ben, par exemple, donc ici, on a l'impression que c'est plutôt le bâton qu'on utilise. On peut beaucoup plus utiliser la carotte. En disant, voilà, les entreprises qui se dirigent, qui prennent par exemple, et c'est déjà le cas, hein, on n'est pas non plus, il y a déjà certaines choses qui se font dans cette domaine-là. Les entreprises qui s'engagent à diminuer ces émissions de CO2, elles reçoivent par exemple une réduction de taxes. C'est le principe des accords de branche qui sont d'application aujourd'hui en région wallonne. Voilà, c'est ce genre de choses qui pourraient être aussi appliquées à d'autres domaines, mieux réfléchis, accentuées, pas accentuées, mais enfin voilà, c'est ce genre de choses que l'on pense qu'il serait plus intelligent de faire. Donc, donner une carotte aux gens, aux entreprises qui se dirigent vers plus de durabilité ou ce genre de choses, et moins utiliser le bâton. Henri, c'est original finalement, cette période, enfin, d'imaginer l'État qui aide des entreprises. Normalement, au niveau européen, c'était quelque chose qu'on ne voyait plus. Mais en plus, accompagner ça de conditions, c'est des choses qui se sont déjà faites dans l'histoire récente de l'économie belge? Ça, je ne sais pas. En tout cas, ici, je pense que la situation est tellement différente que je pense que enfin, je pense qu'on peut raisonner autrement. Effectivement, je crois qu'au niveau européen, l'établissement du grand marché a fait que on a essayé de faire en sorte qu'il y ait de moins en moins d'aides, en tout cas d'aides directes à des entreprises. Il y a des mécanismes d'aide qui sont transversaux pour stimuler certaines actions, comme par exemple l'environnement. Et alors les aides sont transversales, elles ne sont pas spécifiquement adressées à une entreprise ou à une autre. Ici, on est dans un tout autre contexte. Et je pense qu'il y a un certain nombre de questions qui avaient été posées au point de départ qui me semblent très, très utiles à prendre en charge et à essayer de voir ce que ça veut dire. Pourquoi est-ce qu'on aide? Pourquoi est-ce que tout d'un coup, la Commission européenne accepte d'aider, accepte ces aides, on dirait presque tous azimuts, c'est pour des raisons très particulières. En fait, il y a deux raisons fondamentales, disons. Première raison fondamentale que j'appellerais d'un grand mot éthique, et une autre qui est plutôt économique. La première éthique, c'est simplement les entreprises qui sont en difficulté, elles sont en difficulté non pas de leur propre faute, mais simplement parce que l'État leur a interdit de travailler. Donc, ayant pas de possibilité de travailler, elles ont eu recours à deux mécanismes de soutien. Le chômage temporaire, donc qu'est-ce qu'on fait? On soutient la force de travail ou les droits passerelles, mais il n'y a pas de chômage du capital. Hein, on ne finance pas le chômage du capital. Et donc, bon, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, bon, ça va coûter vraisemblablement trop cher. Donc, on dit aux entreprises, bon, si vous avez des problèmes, eh bien, on peut vous aider, soit par des crédits, soit par des crédits bonifiés, soit par des garanties de l'État, etc., etc. Donc, tout ça, OK, mais c'est uniquement pour soutenir l'activité et pour maintenir l'entreprise en vie, dirais-je. Si on va au-delà, à ce moment-là, on est dans une autre politique et elle doit en principe devenir transversale. Donc, en d'autres mots, si on met des conditions qui sont autres que celles que je viens d'indiquer, hein, c'est-à-dire, bon, on maintient l'entreprise en vie, ça c'est pour la raison économique aussi, hein, c'est qu'il faut pouvoir redémarrer avec une capacité de production qui est la même qu'avant, en tout cas pour que les gens retrouvent un travail, que les revenus reviennent, que les finances publiques de l'État soient de nouveau à flot, etc., etc. Tout ça est extrêmement important et implique effectivement de soutenir ces entreprises. Mais si on ne le fait pas dans le cas par cas, il faut que ce soit uniquement pour les maintenir à flot. Si on va au-delà, on se trouve dans d'autres types de politiques. Que dit la Commission d'ailleurs? Elle dit ça, elle ne dit rien d'autre. Si vous voulez faire de l'environnement, il y a d'énormes plans d'investissement à faire. Ça, ce n'est pas de l'aide aux entreprises, hein. C'est des investissements. Et donc là, il y a le plan wallon de transition, dont on peut éventuellement
regretter qu'on le postpose, puisque si on veut relancer, ben justement, c'est les investissements qu'il faut relancer. Donc, voilà. Donc, Marek, si je comprends bien, là, il y a quelque part un double reproche. D'une part, de faire tout en même temps, alors qu'il faudrait commencer par sauver et ensuite, il faudrait mettre en place la logique de transition. Et d'autre part, une forme de double peine, finalement. C'est les entreprises à qui on a imposé d'arrêter, ce n'était pas de leur responsabilité, et qui se trouvent du coup en difficulté sans en être responsables, donc, qui devraient être forcés de s'adapter, de transformer leur métier, etc. Alors qu'il faudrait plutôt développer une politique transversale. Ce sont des éléments qui ont été pris en compte dans la réflexion du plan Sophia? Alors oui, pour rebondir sur plusieurs choses, évidemment là on est sur un chapitre sur les 15 du plan Sophia, bien sûr. Et notamment un autre chapitre que je vous recommande tous, c'est le chapitre fiscalité. Et donc, quand on parlait de la carotte et du bâton, ben, il y a une bonne partie, évidemment, de la carotte qui peut être au niveau de la fiscalité. Ben, on le sait aujourd'hui, si on parle de durabilité, la question de la fiscalité durable, d'une taxe carbone, par exemple, déjà avec un prix suffisant, aurait déjà un impact qui serait important. Donc, je pense qu'il faut voir le tout. Évidemment, nous, on se concentre sur un point qui est l'aide aux entreprises, encore un point plus précis qui est la question des conditionnalités, mais je pense qu'il faut voir l'ensemble du plan et sa cohérence par rapport à ceci. Je suis évidemment d'accord sur ce commentaire-là. Deuxième élément sur la question du momentum, on est les premiers à parler d'urgence économique aujourd'hui. Donc, il y a une question de phasage. Hein. On prend vraiment en compte dans le plan aussi cette question du phasage, de l'urgence économique maintenant. Je suis assez d'accord aussi par rapport à ce qui a été dit sur le fait qu'évidemment, il faut voir quelle entreprise aussi, la situation de l'entreprise. Ce sont des éléments qu'on a mis aussi dans le plan. Maintenant, pour rebondir sur la dernière intervention, M. Poga, c'est qu'en effet, moi, ce qui me marque, c'est la question de la cohérence, un peu la cohérence intertemporelle, hein, comme on dirait, dans le sens où il y a quelques semaines encore, on parlait de la Commission européenne qui nous a sorti des chiffres qui étaient quand même gigantesques en termes de nécessité d'investissement public par rapport au Green Deal. Ici, je ne sais pas, mais je ne pense pas que tout ce budget-ci, alors même si je suis aussi d'accord que du coup, on dépasse uniquement un cadre d'aide aux entreprises, hein, mais tout ce budget-ci, on ne va pas le dépenser tous les 2 ans, tous les 3 ans. Et donc, il y a un intérêt aujourd'hui d'avoir une cohérence. Pourquoi? Parce qu'on sait aussi, l'économie évolutionniste et la littérature scientifique sur ça nous montre aussi que quand on peut avoir un changement de comportement au niveau des agents, au niveau des acteurs, mais ce sont dans des moments de crise, à des moments charnières. Et là, on est à un moment charnière. Donc, évidemment, il y a l'intérêt de se dire, il y a le momentum maintenant, mais il y a aussi la nécessité aujourd'hui de mettre une boussole, je pense. Et c'est cette boussole-là qu'on voulait mettre en avant. C'est la question de la cohérence intertemporelle. Il y a quelques semaines, en effet, la Commission sortait des publications en nous disant, mais voilà combien de milliards on parle pour atteindre les objectifs du Green Deal. On est en train de négocier un budget européen. Ici, il y a un package financier qui va être sorti, qui est important. Évidemment, il doit soutenir les entreprises, mais il faut, dans cette réflexion, dans ce package financier, prendre en compte les priorités qui ont été fixées il y a quelques semaines encore. Jacques, tu disais que les entreprises globalement étaient conscientes d'ailleurs qu'il y avait une évolution à faire, que conscientes, vivent dans le même monde que nous, qu'il y a les objectifs climatiques qui arrivent, et donc est-ce que cet accompagnement finalement qui serait nécessaire pour les entreprises, indépendamment du Covid, pour assurer une transition vers un modèle plus durable, c'était aussi des dépenses d'investissement importantes que cela représentait. Et donc, est-ce que les entreprises pourraient entendre justement le fait qu'il faut coupler à la fois le besoin d'aide et le besoin d'accompagnement des entreprises pour assurer cette transition écologique? Et donc, finalement, même si on pourrait se dire, comme Anne le suggérait tout à l'heure, il faut d'abord sauver et puis voir ce qui est possible. Comme l'arme budgétaire, on pourra la tirer une fois, hein, si je résume ce que vient de dire Marek, et probablement pas deux. Il y a intérêt à faire les deux en même temps. Oui, je pense que là, c'est un peu quand même le rôle de l'entrepreneur que de savoir où il est et où est-ce qu'il va aller. Et donc, à ce moment-là, il est quand même conscient que cette crise va changer les comportements. Si on est voyagiste ou si on est dans le transport aérien, c'est tellement évident qu'on ne va pas aborder le sujet.
mais ça se pose pour toutes les entreprises. Et donc, il est certain que même ceux qui sont aidés pour survivre ne vont plus entreprendre et doivent refaire toute une analyse de qui seront leurs clients demain, comment est-ce qu'ils vont réorienter, etc. Donc, il y a toute une série de réflexes qui n'existent pas devant cette problématique. Et donc là, il y a un travail de fond qui va être fatalement entamé par tous les entrepreneurs pour savoir, bon, et qu'est-ce que ça me pose en termes de stratégie, comment est-ce que, et de fil en aiguille, évidemment, on reprend le travail, mais on va le reprendre différemment et on ne peut pas changer le monde en 6 mois, en 1 an ou en 3 ans. Et donc, cette réflexion-là, même si on se pose la question, les réponses ne sont absolument pas évidentes. Et donc là, il y aura toute une série de réflexions qui se passeront à la fois dans les entreprises, dans le monde. On verra évoluer les comportements qu'on ne connaît pas même encore. Comment cet été va se passer, personne ne le sait. On voit bien que, oui, il y a des entreprises qui vont revenir, donc on imagine bien le food service va reprendre, mais va-t-il reprendre de la même façon, puisque le télétravail fait qu'on ne sera plus à l'entreprise, mais donc quel va être le chiffre d'affaires et toutes ces questions-là, non seulement en termes de volume, mais aussi en termes de produits offerts, etc., toutes ces questions-là sont présentes dans la tête des entreprises. Mais est-ce qu'elles sont présentes et du coup, il n'y a pas besoin de rajouter des conditions, ou bien elles sont présentes et donc on comprend les conditions qui seraient posées par l'État? Donc, le problème des conditions, c'est un problème politique. Les entreprises sont dans leur propre sphère et donc eux vont faire leur travail de savoir quelle est ma raison d'être et quel service que j'apporte à la société pour lequel j'attends une rémunération. Après ça, on peut évidemment collectivement, les entreprises peuvent aussi se positionner là-dessus, mais la difficulté d'une politique d'aide, c'est sa mise en œuvre. Les conditions générales, tout le monde va être d'accord d'une manière ou d'une autre sur oui, il faut réduire notre empreinte, il faut avoir une alimentation saine, etc. Mais après, quand ça va se décliner, c'est bien la difficulté de toutes les aides que l'on a connues, que ce soit pour l'emploi, etc., c'est qu'à partir du moment où il faut commencer à millimétrer ces aides, oui, et celui-là, pourquoi pas celui-là, et celui-là un peu moins, etc., comment est-ce que ça va se faire? Ça, c'est d'une complexité inouïe. Et donc, c'est là où je pense qu'il faut prendre des grandes orientations et il faudra trouver un moyen de négocier entreprise par entreprise. Je ne dis pas qu'il faut se mettre à table et négocier, mais je veux dire qu'il faut une compréhension de ce que donne comme direction le politique et de ce que peut faire l'entreprise pour que l'on trouve un chemin qui soit suivi et qui soit adopté. C'est sûr que c'est un changement de paradigme pour tout le monde, hein, donc c'est un peu flou tout ce que je dis, mais malgré tout ce qui se passe ne va pas se passer rien qu'au niveau d'un gouvernement, que ce soit au niveau européen, fédéral, régional, dans l'entreprise, mais il y a aussi chacun des individus qui va devoir aussi réfléchir, ah, et moi, qu'est-ce que je vais devenir et comment je vais faire l'utiliser. Voilà, toutes les questions que l'on se posait déjà, mais qu'on avait mis un peu de côté, elles se posent pour l'entreprise, elles se posent pour l'individu, elles se posent pour la communauté du village, etc. C'est tout le monde qui est concerné. Damien, justement, tout le monde se pose des questions. Qu'en est-il de nos internautes? Alors, ils se posent des questions, ils viennent aussi avec des pistes et des avis bien tranchés. Donc, on leur a posé en sondage la question de savoir s'il fallait, oui ou non, justement aider toutes les entreprises qui allaient ou sinon être en forme si ça avait été pour le Covid. Et conformément à ce que je vous avais dit en début, en fait, 61% disent non. Donc déjà, ils estiment que l'État ne devrait pas aider toutes les entreprises. Donc, on arrive déjà dans la conditionnalité, en tout cas dans le critère de savoir qui aider, qui ne pas aider, la sélection. Alors, certaines personnes disent d'accord pour faire la distinction par rapport en fonction de l'urgence, et alors par rapport à l'urgence, le critère avant tout, c'est l'emploi. Mais d'autres personnes, comme Arnaud, répondent oui, mais d'un autre côté, un emploi créé chez Amazon, c'est 2 emplois de PME qui disparaissent. Donc, dans le soutien encore et dans l'équilibre économique,
eh bien, il y a des arbitrages à faire qui peuvent aller dans les deux sens par rapport au soutien de l'emploi. Et on revient donc à la question finalement de l'urgence et de s'il faut coupler ou pas. Par rapport justement aux critères, des avis qu'on a pu voir jusqu'ici dans les commentaires avant et pendant le débat, je crois qu'il y a beaucoup de gens, en tout cas, qui mettent une ligne claire en disant il ne faut pas aider les multinationales, il ne faut pas aider les trop grandes entreprises. On en revient à la question aussi du millimètre, de qu'est-ce qui est une grande ou une petite entreprise, bien entendu. Mais il y a toute une série de critères de sélection à ce niveau-là par rapport à la taille et au caractère national de l'entreprise. Il y a aussi après des critères climatiques, environnementaux, par rapport à la pollution, des conditions aussi que les gens proposent sur la gouvernance, les retours sur investissement. Est-ce que les prêts devraient être assortis d'une entrée dans le capital de l'entreprise, par exemple, et aussi la possibilité pour le gouvernement de peut-être profiter aussi non, de cette période. Si pas d'assortir les prêts de conditions, de peut-être profiter pour introduire de nouvelles régulations. Encore une fois, au niveau de la justice fiscale, de la spéculation, mais aussi du climat. Voilà, une série d'idées proposées par les citoyens jusqu'ici. N'hésitez pas à continuer à commenter et surtout à partager aussi le live pour que d'autres personnes puissent en profiter. Anne, justement, le secteur de l'industrie alimentaire est quand même un secteur qui doit être assez concerné par cette dimension de la transition. Il y a beaucoup de citoyens qui s'interrogent sur la qualité de l'alimentation, qui ont de fortes exigences, de fortes attentes. On parle de circuits courts, etc. Et donc, quand on entend aussi parler de cette distinction entre PME et multinationales, c'est quelque chose qui inquiète, qui fait peur, qui est compris dans le secteur de l'industrie alimentaire. Tout d'abord, le secteur alimentaire est un secteur de PME, Oui. par essence. On a 95% de nos entreprises ont moins de 50 travailleurs. Donc voilà, on est un secteur de PME essentiellement. Mais on est aussi persuadé que pour un système alimentaire qui fonctionne, il faut aussi une combinaison de grandes et de moyennes entreprises et de petites entreprises. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. Et aussi cette notion de multinationales et de grandes entreprises, de petites entreprises. Une multinationale, je connais une petite brasserie wallonne qui fait de la bière excellente, bien évidemment, qui est en train de réfléchir à construire une usine, une brasserie, une petite brasserie, quelque part dans le monde. Est-ce que c'est une multinationale? Est-ce que cette entreprise, sa petite brasserie qui sera, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, qu'elle sera installée au Brésil, imaginons que le Brésil soit confronté à une forte crise du corona également, et qu'elle envisage de soutenir les entreprises, elle ne pourrait pas soutenir cette petite entreprise, cette petite brasserie wallonne qui se serait installée chez elle. Pourquoi? Donc cette notion de multinationale, ce sont des entreprises qui sont installées ici, qui ont de la production ici, qui mettent des gens au travail ici, qui ont un lien avec la communauté locale ici aussi. Et donc, ce n'est pas par définition une multinationale quelque chose qui est mauvais. Ça, c'est la même chose, une petite entreprise, une petite PME, ça peut être aussi une entreprise qui, effectivement, a des comportements ou une manière de fonctionner qui n'est pas spécialement durable ou recommandable également dans notre secteur. Donc, les critères de taille, de nationalité ou ainsi de suite, ne nous semblent pas des bons critères. Et en fait, les critères sont en fait extrêmement difficiles à définir, parce que quand on parle de développement durable, on parle souvent, et il est marqué aussi dans le document qu'on a reçu, hein, il faut soutenir les entreprises soutenables. Mais une entreprise n'est jamais par définition soutenable. Un produit n'est pas durable par définition. Le développement durable est une évolution continuelle. Et donc, définir les critères dans ce sens qui permet de voir est-ce que l'entreprise est vraiment dans une évolution positive ou ne fait pas d'évolution positive est extrêmement compliqué à définir. On fait référence à la taxonomie au niveau européen, que j'avoue, je ne connais pas, mais que j'ai un petit peu regardé aussi en préparant Je vois que c'est surtout des critères environnementaux qui sont précisés là-dedans. Or, il y a le développement durable, il y a énormément d'aspects aussi, il y a les aspects sociaux, les aspects économiques aussi qui doivent intervenir. Et donc, c'est très compliqué de définir des critères qui font
évoluer vraiment l'ensemble du système, parce que nous sommes aussi persuadés au niveau de la fédération que c'est aussi une question d'évolution d'un système. Ce n'est pas uniquement la question d'évolution d'entreprises individuelles, c'est surtout une question d'évolution d'un système alimentaire, d'un système agroalimentaire qui doit évoluer au niveau local, au niveau européen et au niveau mondial pour évoluer plus de durabilité, et que c'est donc plus dans une évolution d'un système qu'un gouvernement, que les autorités devraient investir, qu'investir au niveau d'entreprises qu'on catégoriserait dans celle-là elle est durable et celle-là elle n'est pas durable. Donc voilà, Ok. c'est un peu Mais- aussi la manière dont on voit les choses au niveau de la Mais, fédération. mais Marek, avant que je revienne chez Henri, peut-être peux-tu expliquer ce que tu entendrais alors par activité soutenable, justement? Quels seraient les critères qui seraient envisagés pour définir cela? Alors, oui, bon, on a déjà dévoilé un certain nombre d'outils qu'on proposait avec la taxonomie européenne d'activité économiques durables, mais aujourd'hui, je pense que Mais cette taxonomie, elle correspond à quoi? oui. Alors aujourd'hui, on a quand même, alors elle se base finalement aussi, on la retrouve dans le plan d'action finance durable au niveau européen. Et aujourd'hui, on a quand même une batterie d'indicateurs au niveau environnemental, mais pas uniquement au niveau environnemental. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, on a pu capitaliser ces dernières années. Je travaille dans mes activités, mes enseignements sont liés autour de tout ce qui est finance sociale, finance durable, par exemple, autour duquel on a établi beaucoup d'indicateurs, les indicateurs qu'on retrouve ESG aussi, sur la performance sociale, environnementale, la question de la gouvernance qu'on a retrouvée. Donc aujourd'hui, je pense qu'on est beaucoup mieux armé qu'il y a quelques années pour comprendre et avoir en fait un tableau de bord des entreprises sur les indicateurs non financiers. Donc sur ça, je pense que c'est faisable. Et évidemment, là où je suis d'accord, c'est que c'est pas une variable binaire, donc c'est pas oui ou non. Et ces indicateurs non financiers, c'est qui les définit? Alors, aujourd'hui, donc bon, on va pas faire une leçon académique sur ça, hein, mais j'en donne 2 heures à Namur sur cette Non, mais question. ce sont les autorités ou ce sont les autorités publiques ou ce sont des acteurs privés, Donc, ONG ou autres? voilà, il y a de tout. Il y a des panels avec des acteurs d'entreprise, il y a des acteurs associatifs qui sont impliqués, et évidemment des États. Donc, ce sont avec différentes parties prenantes, un multi-stakeholder, comme on dit, qui après un certain nombre de mois, si pas d'années, hein, pour aboutir, par exemple, au niveau du plan d'action finance durable, ça a pris quand même pas mal de temps, différents types d'acteurs qui ont été consultés, et ils arrivent à une taxonomie, à une classification, finalement, et qui permettent d'avoir ce tableau de bord. Et aujourd'hui, ce qu'on pense, c'est que justement, c'est important d'arriver à développer ce type de tableau de bord, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas oui ou non durable, c'est un continuum, c'est une évolution, hein, quand on parle d'aller vers la transition, mais c'est pas comme si tout le monde était au même niveau. Et évidemment, l'objectif, c'est aussi d'accompagner les acteurs. Hein, donc, l'idée, même lorsqu'on parle des activités qui sont, on va dire, nuisibles ou qui seront, on va dire, moins soutenables ou insoutenables, c'est le terme que nous utilisons, on parle aussi de phasage, hein, donc en déant les 5 ans, de supprimer petit à petit ces entreprises. Donc il y a une question de phasage et il y a une question aussi de continuum, vraiment de tableau de bord avec des dimensions sociales, environnementales et gouvernance, et d'évaluer finalement les entreprises par rapport à ces tableaux de bord. Henri, le Bureau fédéral du plan avait aussi développé justement, mais sans doute plus au niveau macroéconomique, un tableau complémentaire d'indicateurs qui visait justement à définir aussi ce qu'est le développement soutenable. Il y aurait moyen de faire le lien entre les deux ou on est à des niveaux différents? Oh, je pense qu'on l'a. Oui, écoutez, là, je vois vraiment pas, moi, comment on peut lier des aides à des indicateurs macroéconomiques comme ceux-là et à des critères. J'ai du mal à saisir quel type de critères et comment ils pourraient être énoncés dans un texte d'un décret ou d'une loi, effectivement. Les principes généraux, je peux comprendre, la stratégie générale, je peux comprendre aussi. C'est pour ça que moi, je me mettais plus dans la perspective de stratégie, soit avec des mesures transversales, des mesures réglementaires, soit avec des
programmes d'investissement que par des mécanismes d'aide. Honnêtement, moins il y a d'aide, mieux ça vaut. Et donc ici, si on pouvait essayer de minimiser les aides, ce serait le mieux, disons d'une certaine manière. D'autant plus que beaucoup d'aides pourraient être dilapidées d'une certaine manière. Il y aurait des effets d'aubaine, etc., comme on appelle ça en économie. Donc, il y a des tas de... En plus, comme je l'ai dit déjà, aider une entreprise, ben oui, pourquoi cette entreprise-là? Et bon, il va y avoir des problèmes de concurrence dommageables pour d'autres entreprises. Donc, c'est très compliqué de mettre ça en place. On revient, en fait, avec cette politique d'aide directe à une situation que nous avons connue avec les lois d'expansion, etc., dans les années 70, et qui n'ont pas donné grand-chose, finalement. Hein. On a utilisé ça pour fermer des entreprises, finalement, pour avoir un déclin, gérer le déclin de la sidérurgie, etc., etc. Donc, cette politique d'aide, il faut faire très attention à cette politique d'aide. Et moins on en fait, mieux ça vaut. Par contre, les stratégies telles que la stratégie, le Green Deal de la Commission, bon, ça c'est tout à fait dans le type de mesures que l'on peut faire, mais ce sont des stratégies réfléchies dans ce domaine-là. Je vais prendre un exemple et je pourrais questionner donc Monsieur Hudon, Marek, sur cette question. Bon, allez, imaginons maintenant le cas précis de Brussels Airlines. Voilà une entreprise qui est dans un secteur aérien, donc il brûle du kérosène pour des gens qui font du tourisme essentiellement. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? Ils demandent je ne sais pas combien de millions, de milliards du côté de la Lufthansa. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met un critère environnemental en disant bon, ben, c'est terminé, Bruxelles Airlines, on n'aide pas. Hein. C'est pas très environnemental, c'est anti-climatique, etc. Donc, c'est un peu ça. Moi, je voudrais bien savoir qu'est-ce que ça veut dire concrètement, ce type de conditionnalité. Par contre, les conditionnalités que d'autres auditeurs ont mis en évidence, moi, me semblent beaucoup plus simples à mettre en œuvre. Hein. On ne donne pas d'aide pour faire de la délocalisation. Ça ne sert à rien de demander aux taxpayeurs belges de financer des délocalisations. Ça ne sert à rien non plus de donner des aides pour les distribuer aux actionnaires. Ça ne sert à rien de donner des aides pour qu'elles se retrouvent dans des paradis fiscaux. Tout ça, ce sont des critères qui me semblent logiques dans la situation actuelle. Peut-être, Marek, alors très très rapidement, et puis parce que Anne et Jacques ont réclamé la parole, mais comme Henri te pose une question, si tu peux y répondre en quelques mots. En quelques mots, les aides qui viennent d'être, les critères qui viennent d'être cités sont dedans. Hein, sur la question des dividendes, des paradis fiscaux, ce sont des éléments qu'on a intégrés et qui nous semblent évidemment totalement pertinents. Je ne suis pas spécialiste du secteur aérien, mais ce que j'en dirais, on va dire, c'est que je pense qu'il peut y avoir une réflexion au niveau du secteur aérien, hein, si on parle de conditions, par rapport à la question de la multimodalité, le terme précis. Multimodalité, voilà, et l'interconnexion des moyens de transport. Justement, au lien avec tout ce qui est les trains, les vols, la connexion avec les vols qui sont de courte distance, et on sait toute la question de l'impact environnementalement de ça. Donc, il y a quand même une réflexion qui peut être menée par les entreprises. C'est une réflexion qui ne s'adresse pas plus à un secteur qu'à une entreprise particulière. Alors, c'est sûr que dans certains secteurs, comme l'aviation, vu l'importance de l'aviation en termes environnementaux, c'est sûr que c'est d'autant plus important. Et je pense qu'on l'a entendu dans les réactions aussi. Hein, c'est la question de la cohérence. Donc, si on soutient le secteur de l'aviation, et je pense qu'on lit aujourd'hui dans la presse aussi pas mal même d'économistes et d'autres qui pensent qu'il ne faut pas le faire, mais si on le fait, à ce moment-là, on demande qu'il y ait une réflexion. C'est ce qui se passe au niveau autrichien, c'est ce qui se passe au niveau français. On n'est pas des extraterrestres hein, ici, sur justement quel secteur aérien, est-ce qu'il y a des efforts vers des économies d'énergie dans le secteur de l'aviation. Donc, essayer d'assortir ces aides à une réflexion en termes durables. Je pense que ceci, ça m'a l'air d'être assez logique en tout cas.
Anne, je vous ai vu opiner lorsque Henri a dit que moins il y avait d'aides, mieux c'était. Ah, vous voyez tout, c'est vrai. Oui, effectivement, effectivement. Ici, on est dans une situation particulière où là, il y a des aides sont nécessaires pour permettre aux entreprises de survivre pendant cette période très très compliquée. Mais de manière générale, effectivement, moins il y a d'aides, mieux c'est. Une entreprise doit pouvoir être rentable sur elle-même et doit pouvoir évoluer. Ce qui est nécessaire comme aide, ce sont plus des aides, ce sont des plans stratégiques d'investissement. Effectivement, il y a des plans stratégiques d'investissement qui ont été développés au niveau fédéral, qui existent au niveau wallon aussi. Ça, ce genre de choses sont absolument nécessaires pour aider les investissements dans des secteurs pour l'avenir. C'est les aides à la recherche, c'est les aides à l'innovation, c'est les aides qui permettent aux entreprises qui n'ont pas tout de suite les moyens d'évoluer vers et de s'adapter à l'évolution, qu'elles puissent faire les innovations, les recherches qui lui permettront d'être mieux adaptées à l'avenir. Donc ce genre de choses sont nécessaires, mais une aide simplement pour permettre à l'entreprise de se maintenir en vie à terre, ça n'a pas, comme il a été fait effectivement par le passé dans le secteur de la sidérurgie et ainsi de suite, ça n'a pas effectivement pas beaucoup de sens et ça ne doit pas être l'objectif. Ça ne doit pas du tout être l'objectif d'une entreprise de vivre avec des aides. Je voulais aussi revenir un peu sur la problématique des critères et plus particulièrement pour la problématique des PME, puisque comme je le disais, Oui. si on a un secteur des PME, une des difficultés qu'on a aussi par rapport à une multitude de critères qui pourraient être imposés, il faut répondre à toute une série de critères pour pouvoir avoir une aide particulière. Dans une entreprise, dans une PME, quand elles réfléchissent à la durabilité et qu'elles avancent en matière de durabilité, elles sont aussi par une question de moyens simplement humains, obligées de focaliser sur un certain domaine et de dire voilà, je vais plutôt prendre en compte pour l'instant, je vais plutôt m'occuper par exemple de ma problématique de consommation d'eau et essayer parce que pour moi c'est important et je vais essayer d'améliorer ma consommation d'eau. Imaginons que les critères disent non seulement vous devez faire de l'eau, mais en plus vous devez faire de l'énergie et en plus vous devez faire du local et en plus vous devez faire ci et là, eh ben voilà, elle n'a pas. Pourtant, elle est dans une démarche extrêmement positive aussi pour un paramètre particulier, mais elle est dans une démarche positive. Et donc, pour les PME, c'est très compliqué aussi de répondre à toute une série de critères qui visent énormément d'aspects, alors que les moyens humains, simplement, hein, c'est le patron d'entreprise qui est là derrière, il n'a pas la capacité de tout faire en même temps. Jacques, je vois la comparaison avec le secteur de la sidérurgie, mais Henri a bien rappelé tout à l'heure qu'il y avait une différence fondamentale. C'est qu'aujourd'hui, la difficulté des entreprises, elle n'est pas due à un effritement structurel pour la plupart d'entre elles. Elle est la conséquence d'un choc complètement extérieur, cette crise sanitaire qui a bloqué l'ensemble des activités. Ça justifie peut-être quand même ces mesures d'aide, justement. En tout cas, on voit mal comment le secteur des entreprises pourrait se passer de toute forme d'aide pour l'instant. Oui, d'abord, je pense que préalablement à la crise Covid, il y avait déjà énormément de choses qui se dressaient dans l'activité économique. Et donc, les perspectives de croissance, etc., n'étaient déjà plus là. Hein. Donc, il faut faire la part des choses entre les difficultés dues à la crise et celles qui étaient plus structurelles. Oui. Donc, sur la part des aides, comme il y a un peu les deux, il faut quand même un peu aider parce que je suis bien d'accord que le point principal, c'est l'activité humaine. C'est pas l'activité économique c'est une résultante de l'activité humaine. Et donc, ce qui compte, ce sont les emplois, c'est le travail. Parce que c'est comme ça qu'on vit. Bon. Alors, ce qui me semble important, c'est que si on aide, il faut peut-être penser à comment est-ce qu'on peut transformer l'activité. Et c'est là la conditionnalité, c'est travailler à des activités qui sont plus vertueuses, etc. Et là, je pense qu'il n'y a qu'au stade de l'entreprise ou au niveau de l'entreprise. On ne peut pas faire ça macroscopiquement. Et donc, quand même, voilà, je pense qu'il faut aussi faire un peu confiance aux entrepreneurs. Et je sais bien qu'il y a ce débat, grosses entreprises, etc. Fondamentalement, toute activité qui réunit plusieurs humains ensemble est une activité valable. On a par les médias, etc., une image de l'industrie qui n'est pas celle
qui est en réalité, mais on ne peut rien y faire. Donc, pour revenir sur les aides, ce qui me semble important aussi, c'est quand même, si on doit aider à créer des entreprises, à faire des nouvelles activités qui s'inscrivent diamétralement dans d'autres orientations que ce qui existe. Parce que ce qui existe, comme on l'a dit, bah oui, on va retomber dans la sidérurgie, on va aider. Évidemment, le patron qui est là en train de sauver son entreprise, il va pas commencer à en même temps réinventer quelque chose et en même temps essayer de survivre. Ça ne va jamais marcher. Et donc, effectivement, on ne peut pas rester dans la même logique. Et d'où l'idée quand même que si on doit aider surtout et un grand nombre et des petites aides. Ça veut dire que ça part d'initiatives, ça part de petits entrepreneurs, et puis ben, si on en fait, il y en a peut-être 30 ou 40% qui vont disparaître. OK, on a perdu l'aide, mais au moins, il y en aura peut-être toute une génération qui vont reprendre. Parce que dans tout ça, si on reparle des activités humaines, donc du travail, il va y avoir énormément de reconversions. Donc, il va y avoir des faillites, il va y avoir des pertes d'emploi, et il va falloir récupérer toute cette capacité de travail et de mobilisation. Il va falloir les mettre dans de nouvelles activités, dans de nouveaux... et ça, je pense que ça, c'est aussi peut-être une orientation à prendre dans la conditionnalité. Pas toujours penser activité existante, maintien de ce qui peut l'être. Oui, ça, il faut le faire, mais à un certain temps. Et puis, il faut déjà maintenant penser à, mais qu'est-ce qu'on doit favoriser? Et là, il y a de nouveau au niveau régional des choses qui sont inamovibles. Donc, on ne sait pas délocaliser. On voudrait aussi relocaliser. C'est très compliqué. Mais le bâti, l'isolation, etc., ben oui, mais ça, ce sont des activités. L'agriculture, c'est un... Bon, si on est à 1,5% de la population active en agriculture, si on veut avoir une agriculture santé demain, sans pesticides, etc., il va falloir s'y remettre, hein, il va falloir aller dans les champs. Et ça va mobiliser une quantité de personnes gigantesque. Et c'est pas simple. Hein. Henri, finalement, Jacques repose la question éthique de manière très différente de celle qui a été posée initialement dans ta première intervention. Est-ce que la question finalement est-elle celle de la responsabilité? Est-ce qu'il faut se poser la question de savoir est-ce qu'une entreprise est en difficulté parce que c'est sa faute ou pas? Donc, est-ce qu'il faut avoir une réflexion tournée vers le passé? Ou finalement, est-ce qu'il faut plutôt avoir une question tournée vers l'avenir et se demander est-ce que l'entreprise que l'on s'apprête à aider, est-ce que cette entreprise va permettre de construire des activités qui rentrent dans une stratégie de développement durable? Est-ce que ça va permettre de créer des emplois? Est-ce que finalement c'est un secteur d'avenir? Et c'est en se regardant l'impact vers le futur, je veux dire plutôt en logique de manière conséquentialiste, hein, plutôt que de regarder la responsabilité du passé qui doit guider l'action des pouvoirs publics. Bah, oui, évidemment, je pense que ça me semble assez clair aussi, c'est que il faut évidemment que les entreprises soient viables et qu'il y ait des perspectives d'avenir. Maintenant... Pas seulement des perspectives d'avenir pour l'entreprise, ici, par rapport à un projet de société. Oui, mais bon, chacun a son projet de société. Hein. Donc, le CDH a son projet de société, hein, d'autres aussi. Donc, oui, donc on parle des pouvoirs publics. Maintenant, seulement des perspectives d'avenir pour l'entreprise. Oui. Attendez, parce que oui, je crois que c'est l'arrivée. On a un invité, on a eu un décalage entre le son. On entendait le son il y a quelques secondes de notre débat à travers voilà, mais le son a été coupé, donc c'est bon. Henri. Oui. Donc, oui, qu'il y ait des restructurations dans certains sens. Moi, je n'en disconviens pas. Je pense que ça, c'est une bonne chose. Le problème, c'est de toujours savoir comment ce qu'on fait exactement quand on parle d'aide. Des aides comme ça à une entreprise et pas à une autre, c'est comme je reviens toujours avec ce même problème, c'est très difficile à gérer pour les pouvoirs publics. Comment est-ce que les pouvoirs publics peuvent juger de la qualité, disons, d'un programme d'investissement ou d'une
de la nécessité d'une aide, etc. Bon, c'est assez compliqué et ça demande du temps et ça demande de l'expertise. Alors, effectivement, je pense qu'il y a toute une série de canaux qui étaient déjà en œuvre pour redéployer d'une certaine manière l'économie dans un sens, et notamment dans le sens du développement durable, peut-être pas assez, comme le dit Marek, et on pourrait peut-être aller plus loin avec ce genre d'outils-là. Mais je ne suis pas sûr que les aides, de nouveau, soient la bonne solution. Je pense qu'il y a d'autres moyens. Et je voudrais revenir sur un autre sujet, c'est que finalement, cette crise, elle ne va pas être indolore, hein, et tout a un coût. Bon, pour le moment, je reviens vers toi sur la question justement de l'impact budgétaire, parce que qui sera la dernière partie de notre débat. Mais avant cela, peut-être Damien, je pense que si tu peux nous donner un aperçu des commentaires et nous présenter ton invité. Mais je vais surtout vous présenter Michel qui nous a rejoint, Michel de Kemeter, donc, qui est expert justement dans la transition économique, qui a un palmarès d'activités et d'initiatives assez impressionnant et qui justement aussi accompagne des entreprises dans cette transition. Je pense qu'on en avait parlé tout à l'heure, Marek en avait parlé justement de la nécessité d'accompagner les entreprises. On a parlé aussi du challenge de ces entreprises, de pouvoir faire plusieurs choses à la fois, de pouvoir d'abord gérer le problème de l'eau, de la pollution, de différents aspects de leurs entreprises. Je pense que Michel pourra nous amener justement une perspective intéressante là-dessus et aussi sur peut-être à quoi ressemble cette économie de demain, cette économie et ces activités qu'on doit pouvoir soutenir pour réussir la transition. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Bonjour à tous, merci de me recevoir. Merci pour ce débat qui est de très haute qualité avec beaucoup de pragmatisme. Donc pour faire court, j'ai deux choses, je ne voudrais pas la faire trop longue. Effectivement, l'avenir comme nous le voyons en ayant eu déjà des laboratoires d'expérimentation et en étudiant surtout la prospective, il sera évidemment local. Il faut réancrer l'économie dans le local en faisant travailler ensemble le privé, les pouvoirs publics locaux qui sont là pour rester, qui sont là pour servir la population directe, les entreprises, les citoyens, avec options académiques, scientifiques et médias. Alors, c'est un peu comme créer des mangroves économiques. Des mangroves qui ancrent vraiment les berges, comme on a vu pour ceux qui ont voyagé, notamment en Afrique, dans les estuaires, c'est tenir ensemble et garder les écosystèmes vivants dedans. Mais alors, comment on est venu à ça? Et ça, c'est un petit peu plus rebondir sur le début de votre discussion, sans vouloir jouer le rabat-joie. Tout est une question aujourd'hui de timing. On parle aujourd'hui de 18 à 24 mois pour se remettre. On n'aura pas le temps, en fait, de vraiment rassainir les finances publiques, parce que d'ici là, nous allons recevoir d'autres enjeux, d'autres tsunamis. Et donc, c'est une question de timing. Et on n'a pas le temps aujourd'hui de discuter, d'attendre des élections, d'attendre des nouveaux programmes, d'attendre des nouvelles lois. Et c'est pour ça qu'en fait, la responsabilité, on se rend compte qu'elle bascule vers le terrain, vers les communes, vers les associations d'entreprises, vers réellement le terrain, vers les citoyens, les associations citoyennes, pour réancrer. Et les entrepreneurs. C'est ça. Donc, les petits entrepreneurs, c'est vraiment chacun de nous, chacun de vous, de se dire qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour remplir ces fonctions vitales de la société. Donc, les idées toutes faites des économistes qui viennent une fois de temps en temps avec l'idée de la semaine, oui, mais non, on n'a pas le temps, en fait. Donc, ce qu'on a fait, c'est avec Wise Circles, avec nos cercles de réflexion, on a d'abord dit, mais OK, à quelle sauce on va être mangé sur les prochaines 12 années? On a fait ce travail l'année passée et on a ploté environ sur 10 ans les grands chocs à venir. Et pour anticiper toutes ces vagues maintenant qu'on voit sur des dessins, pour pouvoir anticiper. Et on va revenir, vous allez voir, à la même chose. Il faut ancrer l'économie dans le local. Donc, on n'aura pas le temps de sortir et de se refaire vraiment une santé financière, de reconstruire comme avant, de replafonner le bâtiment qui est en train de s'écrouler. C'est un peu ça le sentiment que j'ai, hein, on va dire d'économiste poil à gratter, de dire on a l'impression qu'on est en train de vite de repeindre, de replafonner une tour qui est en train de s'écrouler dans son ensemble. Donc, voyons ce qu'on peut construire à côté sans attendre. Alors, pour les enjeux, il suffit d'ouvrir les journaux et faire un peu de prospective pour savoir que, bon, ça fait 2 mois. Alors,
Tout le monde est content qu'il fait beau pour l'instant. Il fera beau demain également. Simplement, ça On est fait d'accord, on espère. oui, ça fait 2 mois que nous sommes en sécheresse au-dessus de la Loire. Les récoltes vont en pâtir. Donc, c'est les premiers signaux. La démographie, à partir de l'année prochaine, on va avoir plus de personnes qui vont quitter le marché du travail que dans... Concrètement, alors, comment est-ce qu'on peut aider ces entrepreneurs Voilà, alors? mais exactement, c'est ça la grosse question pour faire court. Hein. C'est plusieurs choses. C'est d'amener un maximum d'intelligence en Belgique sur quelles sont les multisolutions. C'est les solutions systémiques qu'on peut implémenter sur le terrain. Alors, une multisolution, c'est quoi? Ce sont des projets, des business models, des activités qu'on peut faire qui vont répondre à plusieurs enjeux à la fois. Et comment on accompagne alors les entrepreneurs? Voilà, comment accompagner? C'est créer des clusters qui sont autour d'ensemble de 3 à 6 communes ou de villes ou de quartiers de plus grandes villes, de clusters d'entrepreneurs qui vont se connecter, pas que entre entrepreneurs, mais qui vont se connecter au pouvoir public, qui ont accès à de l'immobilier public, qui ont accès à... Aux pouvoirs locaux alors? Comment? Aux pouvoirs locaux essentiellement. Pouvoirs locaux. Donc locaux, régionaux, c'est ces régions bruxelloises, provinciaux, c'est des bonnes tailles, pour donner accès à des ressources, des bâtiments à moitié vides, des réseaux, à des terrains, à des jeunes, à des personnes plus âgées qui voudraient reparticiper à ce projet. Donc, public, c'est le triple helix, comme on l'appelle. Hein. Donc, on n'invente rien ici. Hein. C'est les entreprises, les pouvoirs publics et les citoyens. Option. Et donc, vous proposez alors des formations pour les entrepreneurs intéressés? Alors, c'est de mettre ensemble autour d'une méthodologie. Alors, notre truc, c'est extrapreneur. Ça nous réussit, franchement. Extrapreneurs, des entrepreneurs extra. D'abord, parce qu'ils sont extra, merci. Ouais. Donc, ils sont extra. Simplement, ils vont construire à côté et entre les systèmes qui sont en train de s'écrouler. Pour faire court et schématique, on construit entre, mais avec. Donc, on donne accès aux ressources dans un programme, et le prochain extrapreneur, ce sera 2 mois, donc d'accélération, d'implémentation de projet. Okay. Donc, qu'est-ce que je peux faire dans mon business qui va plus ancrer mon business dans le local et créer plus de valeur ajoutée en collaboration? Il y a une marge de manœuvre, une marge de progrès fantastique hein, quand on fait discuter ensemble. Merci, Michel. Voilà. Merci. Jacques, j'ai l'impression que ce type d'initiative va dans le sens de ce que tu disais tout à l'heure, dans l'importance de faire confiance dans les entrepreneurs et dans leur action à leur niveau. Absolument. Et je crois que si on revient sur les aides, bon, on ne va pas s'accrocher aux aides toute la journée, mais si on doit aider, c'est bien ce type d'initiative locale avec une méthodologie et avec du concret pour reprendre en main ces activités. Ça, je crois que c'est indispensable. Hein. Oui. Ça ne fera pas tout. Aujourd'hui, ça ne représentera peut-être que quelques pourcents de l'activité économique, mais c'est celle-là qui va grandir et qui va progressivement remplacer l'autre. Donc voilà, il y a quand même une balance à faire. Anne, dans le secteur justement d'industrie alimentaire, est-ce qu'il y a justement une attente d'un certain nombre d'acteurs pour essayer de revoir leur manière de produire, leur activité, qui pourraient être intéressés par ce type de programme et d'accompagnement proposé par Michel? Tout à fait. Ce qu'il proposait, c'est une approche systémique, une approche mettre des personnes ensemble pour réfléchir de manière assez pratique et ponctuelle sur des choses très très concrètes. Et je vais prendre l'exemple de Jacques. Les petits pois, que dans l'entreprise Cosucra qui sont transformés proviennent de France en grande majorité. Je sais que chez Cosucra, ils voudraient bien avoir une production locale de pois, de manière à avoir moins de trajets et être plus en lien avec leurs agriculteurs et ainsi de suite. Et donc, avoir un système, une aide qui permet à tout le monde de se rencontrer, à tout le monde de travailler ensemble, à réfléchir ensemble, à avoir de l'innovation là-dedans, parce qu'il faut aussi de l'innovation au niveau des graines et ainsi de suite, va apporter beaucoup plus de choses que de donner 1 million à Cosucra. Voilà. C'est plus dans l'ensemble, dans le système qu'il faut travailler. Et pour ça, effectivement, c'est plus des aides à mettre ensemble, à réfléchir ensemble, à collaborer ensemble, à mettre de l'innovation ensemble. Et il faut un encadrement qui permette ça aussi.
Et actuellement, l'encadrement pour ce genre d'initiative, au niveau où on pense au niveau systémique, le système alimentaire, ça n'existe pas. C'est beaucoup trop cloisonné. D'un côté, on a l'agriculture, de l'autre côté, on a l'entreprise. Mais une manière systémique de voir le système alimentaire et d'essayer de faire avancer le système alimentaire, il y a très très peu de... Et ce serait beaucoup plus avantageux, ce genre, et beaucoup plus porteur, ce genre d'aide et d'initiative que d'aider, je en ris, des entreprises de manière individuelle. Et je suis désolé, Jacques, si j'ai pris ton exemple, mais Non, non. je crois qu'il est extrêmement parlant. Marek, justement, alors si j'entends bien, j'ai l'impression qu'il n'y a pas tellement enfin qu'il y a un consensus sur les objectifs de long terme, mais qu'il y a une interrogation sur savoir si les aides et les conditions liées aux aides sont le bon outil pour favoriser cette transition. Alors, deux choses. Je crois que c'est la 8e ligne du rapport. Oui. Qui parle d'approche systémique. Donc évidemment, je confirme pour l'avoir lu également. Le rapport est un rapport systémique. Et comme je disais, on a un des 15 élémens du rapport, une des 15 thématiques qui est la question de l'aide aux entreprises. Et je suis totalement d'accord que c'est sans doute pas toujours l'outil le plus efficace. La question de la fiscalité est intéressante. Il y a plein de choses. Donc, je pense que il faut regarder dans sa globalité et il faut certainement fonctionner au niveau systémique. Alors, il y a quand même aujourd'hui une réflexion systémique. Hein, la question des clusters, aujourd'hui, il y a déjà quand même pas mal de clusters qui existent. On travaille beaucoup au niveau des clusters. Au niveau méso, je pense que c'est quand même déjà une politique qui est en place et on est tout à fait d'accord. Je suis intimement convaincu que c'est quelque chose qui est intéressant. Le domaine d'activité, beaucoup de tout ce qui est lié à l'innovation sociale, l'entrepreneuriat social, et c'est souvent à ce niveau-là, en remettant aussi avec de l'intelligence collective, qu'on va permettre d'avancer. Donc ici, la thématique de ce débat est plus spécifiquement de comment on fait, parce qu'il va y avoir des aides aux entreprises, qu'on le veuille ou qu'on le non. Et je suis totalement, et on était tous convaincus que l'objectif n'est pas de mettre tout le temps des aides aux entreprises. C'est quand même le premier chapitre du plan. Évidemment. Donc, sans doute parce que c'est l'urgence aujourd'hui, parce qu'il n'y a qu'à lire l'actualité de ce qui se passe aujourd'hui. On parle du plan de relance et du redéploiement. Donc, je pense que c'est ça qui se passe. Et je suis tout à fait d'accord qu'aujourd'hui, ce qui est essentiel, c'est que lorsqu'on pense à la régulation, c'est aussi penser à la supervision, au suivi. On a quand même fait, en termes de finances publiques, des grandes avancées. On parlait des années 70, hein, et il y a un moment où mes collègues de finances publiques m'expliquaient que rien que le terme d'économie industrielle était vu comme un grand mot au niveau de la Commission ou d'autres. Donc je pense qu'on a avancé beaucoup plus que la situation d'il y a 10 ans sur cette capacité de supervision. On parle d'agilité dans les politiques publiques aujourd'hui. Hein. On n'est pas dans une politique publique qui est fixe. Maintenant, ce n'est pas avec une recette unique qu'on va permettre de... Henri, je reviens vers toi. Je t'ai coupé la parole tout à l'heure, justement. Tu mettais en évidence que la crise allait avoir un impact budgétaire. J'imagine que d'un côté, si on rajoute une politique d'aide importante aux entreprises, ça va venir rajouter une couche aux besoins budgétaires de l'État. Mais d'un autre côté, si les entreprises périclitent, c'est aussi des recettes publiques qui c'est des emplois qui vont disparaître. Et donc, c'est un équilibre difficile à trouver. Oui, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, l'idée de base pour le moment, enfin, à mon sens, en tout cas l'idée de la Commission, c'est on aide les entreprises dans la mesure où il faut les maintenir en vie et il faut maintenir une capacité de production telle que quand l'économie reprend, nous puissions reprendre avec une capacité de production en état de marche. Ça, c'est l'objectif de l'aide. Maintenant, à côté de ça, on peut imaginer tout ce qu'on veut parce que tout d'un coup, la Commission a l'air d'ouvrir les vannes et de dire vous pouvez dépenser, etc. Non, je pense que ce n'est pas vrai. La Commission ne dit pas ça. Nous allons avoir une augmentation assez importante et même assez gigantesque, disons, du déficit public et donc de la dette. On parle maintenant d'un déficit de 8,5-9% du PIB s'il n'y a pas de deuxième confinement, s'il n'y a pas un deuxième pic ou un troisième pic. Donc, c'est dans une hypothèse qui est encore relativement optimiste. Donc, bon, mais alors là, ça, c'est 8% maintenant.
en Belgique, 8-9% en Belgique. OK. Et puis quoi pour l'année suivante, 2021? Bon, est-ce que le rebond sera important? On ne sait pas, oui, si la capacité de production est là et qu'on peut repartir, oui, le rebond sera important et donc on pourra repartir avec, on a une dette ou un déficit une fois et on emprunte et puis on remboursera. Mais si, par contre, comme ça a été le cas en 2008 et après, hein, on change de trajectoire, c'est-à-dire qu'on part sur une trajectoire de croissance qui est nettement inférieure, ce qui est arrivé après la crise de 2008. Et même après, puisqu'il y a eu des problèmes de déficit et de contagion dans les pays du sud de l'Europe, on a eu un problème de dette souveraine. On a dû faire comment dirais-je, tous ensemble, tous les pays européens en même temps ont dû faire de la restriction budgétaire. On s'est retrouvé avec une deuxième crise en 2011-2012. Donc, ça risque aussi de se produire ici. Pourquoi ? Mais c'est ce que Michel annonçait d'ailleurs. Parce que quand vous regardez les projections, que ce soit de la Commission européenne ou du Fonds monétaire, on va se retrouver exactement dans la même position qu'après la crise de 2008. C'est-à-dire que dans 2 ans ou dans 3 ans, les pays du Sud continueront à avoir des déficits structurels importants et les pays du Nord, pas. Et donc, on va de nouveau se retrouver avec une asymétrie et les pays du Nord vont dire, mais nous vous êtes plus, hein, vous n'avez qu'à réduire vos déficits. Et nous serons aussi dans ce cas-là. Hein, quand je regarde les chiffres des projections pour la Belgique, on sera un pays du Sud. Des déficits de 4,5%, 5%, 6% en 2021 et 2022. Donc, il faut quand même faire attention à ça. Nous avons une dette publique qui est énorme par rapport aux autres pays. Je sais bien que les autres pays nous ont un peu rattrapés depuis la crise de 2008, mais nous vivons avec cette dette depuis des années et des années. Et chaque fois, à chaque crise, on est obligé de faire des politiques restrictives, tout simplement parce que ça a éclaté et qu'on doit à nouveau restreindre au niveau budgétaire. Donc, je pense que c'est encore un argument pour dire oui, c'est pas parce que la Commission ouvre les vannes qu'il faut réellement utiliser ces vannes. Hein. Le moins d'aide possible, s'il vous plaît. Ok, mais d'un autre côté, sans un tissu économique qui fonctionne, il n'y aura pas les recettes, il n'y aura plus de recettes. Donc, être juste uniquement dans une logique d'austérité, ou en tout cas de rigueur, n'est peut-être pas ce qui va garantir la soutenabilité de nos finances publiques à plus long terme. Mais par contre, est-ce que ça ne pose pas encore plus fortement le fait qu'il ne faut pas se tromper de cible et que s'il y a par ailleurs des enjeux plus structurels, on peut penser au réchauffement climatique, mais on peut penser aussi au vieillissement, par exemple, il faut toucher les différentes cibles en même temps. Oui, mais pour ça, je pense qu'il y a un plan, où il doit y avoir des plans dans ces domaines-là. Plutôt des plans d'investissement que des aides au cas par cas. Voilà, exactement. Je pense qu'il y a aussi il faut se rendre compte aussi que le problème du changement climatique, c'est un problème planétaire. Il faut changer radicalement les technologies. Ce n'est pas seulement au niveau individuel, mais c'est aussi au niveau des technologies qui sont faites par les grandes entreprises. Si on est tout le temps en train de taper sur les grandes entreprises et sur les multinationales, ça ne marchera jamais. Il faut les avoir avec nous, au contraire. C'est eux qui vont faire le changement. Donc, c'est OK pour les stimuler, pour les réguler, tout ça, mais je pense qu'il ne faut pas... comment dirais-je, on a une espèce de rejet de ces grandes entreprises. Moi, je pense qu'il faut, au contraire, les petites entreprises n'ont pas la capacité de révolution technologique devant lesquelles nous sommes confrontés, avec les incertitudes d'ailleurs devant lesquelles nous sommes confrontés. Et les petites entreprises ne sont-elles pas souvent, en définitive, les sous-traitants des grandes entreprises, Jacques? Oui, bon là, il y a quand même des éléments supplémentaires, c'est que avec les problèmes climatiques, les problèmes de biodiversité, etc., on va vers une contraction, on va vers des contraintes. Et donc, je suis pas un fan de la technologie pour nous sauver. Donc,
pense qu'il faudra certainement réinventer les façons, mais ça se passe plus dans la tête que dans la technologie. Donc, arriver à changer complètement la façon de voir comment est-ce qu'on fait si on a encore l'idée que c'est la voiture qui fait mon statut social, on est mal barre. Donc, et c'est comment faire pour arriver, en tout cas moi, à l'âge que j'ai, je pense que j'aurais difficile. À changer. Oui. D'accord. Mais je pense que c'est imaginable. C'est imaginable. Mais du coup, d'où l'importance de l'éducation, de l'enseignement, etc. Parce que bon, il y a toute une. Donc c'est bon, voilà. Pour utiliser le mot, c'est systémique et donc il faut. C'est très difficile de concentrer dans quelques mots des choses qui sont aussi gigantesques. Ok. Anne, je pense que tu as fait allusion tout à l'heure d'ailleurs au plan national d'investissement stratégique qui a été élaboré par le fédéral, avec d'ailleurs le monde de l'entreprise, mais également de larges parties prenantes. Est-ce que ce plan a aujourd'hui un avenir? Est-ce qu'il pourrait être articulé avec cette question de la transition, de la relance? Est-ce que c'est des choses qui peuvent servir aujourd'hui, ce plan d'investissement stratégique, ou bien il est dans un tiroir et il dort à jamais? Je pense qu'il peut servir. Maintenant, je n'ai pas spécialement été associé à l'élaboration de ce plan et j'avoue que je ne sais pas très bien ce qu'il contient exactement. D'accord. Mais pour un autre type de plan ou de stratégie qui avait été mise en place, alors c'est au niveau de la Wallonie. Il y a eu la fin de la législature précédente, si je ne me trompe, un certain nombre, pas mal d'argent qui a été libéré pour, dans le cadre de l'économie circulaire et plus particulièrement dans le cadre du plastique, où il y avait toute une série d'investissements qui vont être soutenus pour développer le recyclage, la production, le recyclage du plastique ici en Wallonie. Eh ben, Covid ou pas, il faut que ça se passe, quoi. Et donc il faut que ce plan reste valable et qu'on investisse effectivement dans ce genre de choses, puisque il est absolument nécessaire que le plastique qui est une denrée rare, qu'en Wallonie, en Europe, il y ait ces systèmes de recyclage pour faire tourner le plastique le maximum dans l'économie circulaire. Donc ce genre voilà, le plan au niveau stratégique, j'imagine que le plan au niveau fédéral est similaire, avec des grands enjeux, des grands investissements à faire, pour l'avenir, dans l'économie circulaire, dans le climatique, dans différents aspects. Il faut bien évidemment que ces plans restent valables et soient mis en place. Oui. Ok. Marek? Oui, Marek, est-ce que tu es là? Manifestement. Oui, je suis là. Tu m'entends? Oui, je ne te vois plus, mais je t'entends par contre. Possible qu'on te revoie ou c'est pas possible? Oui, j'ai des problèmes techniques visiblement. Voilà. Voilà, mais de toute façon, je pense qu'il va être temps de conclure. Moi, j'ai entendu quand même, j'ai l'impression, une conscience assez forte que l'on se dirige vers des activités économiques qui sont, et même d'activités sociétales qui sont fondamentalement différentes de celles qu'on a pu connaître par le passé. La question est de comment, j'ai l'impression que là où on cherche davantage, c'est le chemin de cette transition et les bons outils. Donc, sans doute d'ailleurs que ce sera multifactoriel. Il y aura un travail au niveau, une initiative qui viendra au niveau individuel, mais sans doute aussi que les pouvoirs publics ont une responsabilité en termes d'investissement. En termes d'investissement, ça a été dit, en termes aussi de leadership, d'indiquer une direction, de coordonner des actions individuelles. Alors, de ce côté-là, tu as insisté quand même régulièrement que la question des aides publiques n'était qu'un des éléments du plan Sophia. Peut-être pourrais-tu mettre en avant ce qui, toi, te paraît le plus important pour réussir cette transition vers un modèle économique à la fois qui assure une qualité de vie encore forte à chacun d'entre nous, mais également qui soit plus respectueuse de l'environnement et créatrice d'emplois durables. Alors, moi, s'il y a un mot qui ressort et qui... bon, la question n'est pas évidente. Hein. Non, mais je pense qu'il faut un prix Nobel aujourd'hui. Mais un mot qui ressort, pour moi, c'est la question de la cohérence. Et je le vois tous les jours lorsque j'ai l'occasion de donner cours. Je pense que certainement les nouvelles générations
c'est quelque chose qui est vraiment important. La cohérence par rapport à où est-ce qu'on veut aller, hein, quelle est la société qui nous intéresse et vers laquelle on veut aboutir à 10 ans, à 20 ans, et en quoi est-ce que les différentes politiques qu'on mène, y compris, c'était dans ce sens-là que je pense que on a un chapitre aide aux entreprises qui est brûlant aujourd'hui vu l'actualité, y compris la question des aides aux entreprises. Comment est-ce que tous les éléments dont on dispose politiquement, si on parle dans le cadre du rôle de l'État, peuvent être alignés de manière cohérente pour pouvoir aboutir à finalement cette vision de la transition. Et aujourd'hui, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a souvent des incohérences, qu'on a l'impression qu'on va dans un sens puis dans l'autre. Aujourd'hui, ce qui est compliqué, et je pense que c'est quelque chose qui parle à beaucoup de gens aussi, c'est le fait qu'il n'y a pas d'alignement de toutes ces politiques et qu'on ne va pas toujours dans la même direction. Et je pense qu'aujourd'hui, et certainement pour les futures générations qui vont, elles, sans doute être dans cette situation économique liée à l'endettement qu'on est en train de créer, mais qui vont aussi avoir à faire face à d'autres crises, mais je pense qu'elles sont particulièrement sensibles à ceci. Et donc, si on veut avancer, c'est aussi la question de la transparence. C'est que les entreprises soient transparentes sur leur performance économique, sur justement, c'est pour ça cette idée du tableau de bord, hein, sur leur performance environnementale, sur la question du taux d'imposition réel, combien d'impôts elles payent réellement, et c'est avec une transparence aussi qu'on arrivera à convaincre pour avancer ensemble en termes de transition, je pense. Jacques, cette transparence paraît être possible, naturelle, difficile pour les entreprises? Elle est à acquérir, mais elle est à acquérir des deux côtés. Donc, si on peut arriver à un niveau de confiance suffisant, parce que si la confiance n'existe pas, on n'arrivera pas à travailler ensemble. Il faut que ce soit des deux côtés. Donc, bien sûr. Ce qu'on rencontre quand même toujours, c'est beaucoup d'incompréhension. Et donc, comment arriver à pouvoir, et pour ça on le sent bien aussi, on attend beaucoup du gouvernement, on attend beaucoup des entreprises, on veut de l'aide, on veut ceci, on veut ça. Et c'est là où il y a encore beaucoup à faire. Et bon, ce genre de débat est quand même très utile pour arriver à jeter des ponts. Merci beaucoup. Anne, également, peut-être, j'ai entendu confiance, cohérence, peut-être le mot-clé ou la proposition clé que tu souhaiterais mettre en avant. C'est à froid comme ça, c'est piégeux. Hein. Ah oui, c'est piégeux. Non, du tout. Non, moi, je reviens avec, en tout cas spécifiquement pour le secteur alimentaire. Effectivement, cette question de cohérence, de collaboration, je reviens avec aussi des approches systémiques. Hein. Je crois qu'il est absolument nécessaire d'avoir une vue du système alimentaire dans son ensemble et d'avoir un système qui soutient, d'avoir une réflexion pour soutenir l'évolution de l'ensemble du système alimentaire vers plus de durabilité. Et donc, c'est ça que j'appelle de mes voeux pour la Wallonie et pour l'Europe. Ok. Merci Anne. Alors, logique systémique, mais surtout beaucoup de C. Hein. Cohérence, confiance, compréhension mutuelle, collaboration. Henri, un mot en C ou quel serait en tout cas le conseil principal que tu pourrais aujourd'hui donner alors aux autorités publiques? Mais moi, le mot actuellement, c'est plutôt incertitude. On est totalement dans le brouillard. Et dans le brouillard, je pense que la meilleure solution, c'est effectivement d'avoir une stratégie, et une stratégie cohérente, effectivement. Je pense que ça, c'est vraiment le point. Ce qui n'a jamais... Si je regarde toute la politique de développement durable depuis 20 ans, on ne peut pas dire qu'il y ait vraiment eu une grande cohérence dans tout ça. Je pense qu'il y a vraiment maintenant une prise de conscience, effectivement, comme Sophia, etc. Mais c'est toute une série de groupes d'ailleurs, et les jeunes en particulier, qui militent assez fort là-dessus. Je pense que c'est maintenant l'occasion, effectivement, de rendre les choses plus cohérentes de ce point de vue-là. Je pense que dans l'incertitude dans laquelle nous sommes, pour les pouvoirs publics, la meilleure solution, la meilleure chose à faire, c'est d'avoir une stratégie et d'avoir une stratégie non seulement cohérente, mais constante.
on ne change pas tout le temps. Tu as quand même un mot C alors, constance. Voilà. C'est une constante. Je pense que ce qui manque, on parle de plan de relance. À mon sens, à part le soutien en vie d'un certain nombre d'activités, il n'y a pas une question de faire de la relance keynésienne. Ça n'a pas de sens dans la situation actuelle. Même au niveau européen? Même au niveau européen. C'est pas ça le problème. Parce que c'est un problème d'offre et pas de demande? Un problème d'offre et pas un problème de demande. On va sortir de la crise maintenant avec globalement, macroéconomiquement, plus d'épargne que normalement. Donc, il n'y a pas... C'est pas le moment de réduire les impôts, par exemple, alors? Pardon? C'est pas le moment de réduire les impôts massivement, alors? Je pense pas. Je pense pas. Honnêtement, pas du tout. D'autant plus qu'on va devoir les augmenter après pour pouvoir épurer les déficits. Donc, c'est complètement aberrant. Hein, donc, de cohérence, effectivement, et de cohérence à long terme, c'est en tout cas ce que je suggère. Et un plan d'investissement, moi, je reste convaincu que les investissements productifs de l'État sont nécessaires, qu'ils sont sous-dimensionnés depuis 20 ans à 30 ans et qu'on doit sortir une grande partie de ces investissements des contraintes budgétaires européennes. Ok, merci à vous tous pour votre participation et pour ce débat. Je vous donne rendez-vous à tous ceux qui ont l'habitude de nous suivre et aux autres aussi la semaine prochaine pour un prochain débat confiné. J'espère que celui-ci vous a intéressé. Bonne soirée à tous et à toutes.